Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré aujourd'hui à Tailwind CSS. C'est une demande qui a été faite sur Discord et donc sur laquelle je vais répondre dans un premier temps avec une démonstration de la façon de l'installer et de son fonctionnement. Donc pour commencer, on va aller voir le site lui-même. Donc le site s'appelle tailwindcss.com. Donc comme ça s'écrit, comme vous pouvez le voir ici en haut à gauche, et vous ajoutez le .com. Vous allez arriver sur cette page qui vous donne une petite démonstration de ce qu'est Tailwind CSS, avec une petite vidéo, et donc ensuite vous allez avoir accès à diverses informations, et principalement donc en haut ici la documentation de Tailwind CSS pour comprendre son fonctionnement. Tailwind CSS, c'est un framework CSS basé sur les classes, et comparé à d'autres frameworks CSS comme Bootstrap par exemple, eh bien ce framework va vous permettre également de générer un fichier CSS qui va être optimisé et qui ne va comprendre que ce que vous avez utilisé. Donc on va aller regarder un petit peu comment ça fonctionne. Vous pourriez très bien, pour vous entraîner, utiliser le CDN, donc au niveau de la doc sur la partie installation. Vous avez le CDN avec directement ici une balise script pour aller chercher donc directement tout ce dont vous avez besoin. Ce qu'on va faire aujourd'hui, nous, c'est qu'on va utiliser donc le principe de fonctionnement avec PostCSS. Donc vous avez Tailwind CLI si vous le souhaitez, vous avez également donc PostCSS, donc il va vous permettre globalement le même fonctionnement, mais vous allez pouvoir l'injecter avec, dans différents frameworks, et vous avez les guides pour les différents frameworks que vous pourriez avoir à utiliser. On va plutôt utiliser Tailwind CLI, d'ailleurs je me suis trompé, c'est Tailwind CLI qu'on va utiliser pour cette démonstration. Donc il vous faut un serveur Node.js. Après vous pouvez également avoir, si vous le souhaitez, un exécutable qui peut être installé pour utiliser des fonctionnalités Tailwind sans utiliser de serveur Node. Moi j'ai un serveur Node, donc je vais commencer par utiliser cette commande npm install donc -d tailwind css qui va me permettre d'installer dans mon projet. Alors mon projet ressemble, hop, il est là, ressemble à n'importe quel projet vierge, hein, voilà, vous voyez, j'ai que le readme, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un terminal directement dans Visual Studio Code, mais vous pouvez ouvrir n'importe quel terminal, et là je vais faire donc un npm install -d tailwind css. Hop là. Donc ça va me télécharger un certain nombre de composants dans un dossier qui va s'appeler node module, qui va directement s'ajouter à l'intérieur de mon projet. Voilà, node module, j'ai un package.loc, j'ai un package.json qui va contenir des informations de base, c'est-à-dire la version de Tailwind CSS, et donc node module qui contiendra Tailwind CSS et toutes ses dépendances. Donc ensuite, ce qu'on me demande dans la doc, c'est de faire un Tailwind CSS init avec un npx. Donc ça, c'est pareil, ça va me permettre d'initialiser mon projet. Donc j'ai juste copié-collé hein, la commande, et vous voyez que ça a créé un fichier qui s'appelle tailwindconfig.js. Donc ce tailwindconfig.js va contenir la configuration de Tailwind CSS telle qu'on souhaite l'utiliser. Donc les plugins et ainsi de suite que vous voulez installer. Et on nous dit, bah tiens, dans un premier temps, vous allez dans votre fichier tailwind.config.js, et dans content, vous allez ajouter cette chaîne de caractères, en fait, qui va vous permettre, en créant un dossier src, que Tailwind CSS prenne en compte la totalité des ressources HTML et JS qui sont dedans. Donc je vais aller dans mon content et je vais juste ajouter cette information. Donc là il va prendre les fichiers HTML et JS qui sont dans un dossier src qui est à la racine. Donc ce dossier n'existe pas encore, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le créer. Et je vais donc créer mon dossier src, et dans ce dossier src, je vais faire un fichier index.html. Ça va être mon fichier HTML de base de mon projet. Donc là je vais... Voilà.
mettre dedans un petit peu d'informations de base. Et donc, pour l'instant, j'ai rien d'autre à faire. Ensuite, on me dit d'utiliser le @tailwind à l'intérieur de mon fichier CSS. Donc ils utilisent input.css, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Simplement, il faudra adapter directement les commandes suivantes pour que Tailwind CSS aille bien chercher les bonnes informations. Donc dans votre dossier SRC, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dossier CSS. Et dans ce dossier CSS, je vais faire un fichier qui s'appelle input.css. Et dans ce dossier input.css, je vais devoir mettre donc des informations Tailwind, Tailwind base, components et utilities. En fait, ce sont les directives qui vont vous permettre de dire à Tailwind CSS ce que vous souhaitez utiliser. Donc là, la base, les composants et des utilitaires. Maintenant que on a fait ça, alors c'est souligné simplement parce que mon éditeur ne sait pas résoudre le @tailwind, mais c'est pas un problème, ça fonctionnera quand même. Et dernière chose, donc on nous dit de créer et de taper cette ligne. Alors cette ligne de commande va me permettre de dire à Tailwind CSS de prendre mon fichier input.css et d'en faire une sortie, -o c'est pour faire une sortie, -i c'est pour faire l'entrée, de faire une sortie output.css directement. Donc ça va compiler les informations qui sont utilisées par rapport à Tailwind CSS. Et le -watch, ça va me permettre de faire en sorte que cette commande reste tout le temps active et qu'il détecte si je fais des modifications sur mon fichier HTML. Donc je vais prendre cette commande et je vais la modifier un petit peu. Donc hop, je vais effacer, voilà, je vais coller la commande. Donc moi le input.css il n'est pas dans SRC, il est dans SRC CSS. Donc je lui dis dans SRC va dans CSS, puis prend input.css. Et mon output, bah, je vais le faire dans SRC CSS directement. Donc là, je lui dis, tu prends le fichier input et t'en fais un fichier output et tu continues à surveiller mes fichiers, mes modifications pour faire le fichier output. Je vais valider, ça va mettre en place, ça fait un build et ça m'a créé mon fichier output. Ce fichier output, hop, je vais réduire ça un petit peu, ce fichier output, voilà, il a Tailwind CSS à l'intérieur. En tout cas, la base de Tailwind CSS. Maintenant, si je souhaite travailler, eh bien, je vais aller directement dans mon index.html et je vais y faire eh bien, ce que j'ai envie. Donc, je vais l'appeler Tailwind CSS. Hop, je vais mettre un link. Ce link va aller chercher dans CSS le fichier output, c'est-à-dire celui dont j'ai besoin. Je vais faire un go live. Voilà, et donc pour l'instant ma page est blanche. Alors c'est tout à fait normal que cette page soit blanche. Hein. Je vais la mettre sur le côté. Hop, je vais même prendre l'onglet que je vais mettre sur le côté. Voilà, comme ça j'aurai toujours la doc en plein écran. Hop, et je vais mettre VS Code de l'autre côté. Voilà. Donc là maintenant sur la structure des fichiers, j'ai plus vraiment à y intervenir, je vais intervenir directement dans le fichier HTML. Donc maintenant que j'ai fait ça, eh bien je vais commencer à vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire directement avec Tailwind CSS. Et donc on va aller sur le navigateur, ah, tiens ça je vais fermer, voilà. Donc on va directement sur la documentation et puis on va regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. Pour commencer, je vais aller regarder un petit peu les concepts de base. Donc il donne un petit peu de fondamentaux, c'est basé sur un certain nombre de classes, on peut faire des styles, on peut donc personnaliser, mais ensuite on va juste utiliser, vous voyez, un certain nombre de classes ici, ça peut paraître verbeux comme on dit, mais c'est le principe de fonctionnement.
Ensuite, on a également des états. Donc les états de survol, donc avec over, on va avoir focus, on va avoir first child, on va avoir required, qui vont être éventuellement utilisables. On va pouvoir faire du responsive, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des breakpoints, et donc on a SM pour ce qui est minimum de 640, MD pour ce qui est minimum de 768, LG pour ce qui est minimum de 1024, XL pour ce qui est 1280 et 2XL pour 1536. Après, on a la possibilité éventuellement de les utiliser comme on le souhaite, en mettant donc le nom, 2 points et ce qu'on veut faire. Après, il y a également un dark mode, donc on a un mot-clé qui s'appelle dark. Et donc, si on met dark, c'est ce qui va être utilisé si on fait un dark mode et si on utilise le dark mode du navigateur. Donc on a la possibilité de faire beaucoup de choses. Et donc par exemple, je vais aller là dans Customization sur Colors, et on va retrouver, juste pour un premier exemple, la possibilité de mettre des couleurs. Vous voyez qu'il y a une palette de couleurs relativement variée. Donc, et pour chacune des couleurs, elles sont nommées, et on a une nuance, qui commence à 50, 100, 200, 300, ensuite on a toutes les centaines jusqu'à 900. Bien sûr, il est possible d'en mettre d'autres. Et donc, si vous voulez utiliser les couleurs, eh bien, vous allez pouvoir utiliser BG pour background, vous allez pouvoir utiliser texte pour le texte, et vous allez pouvoir utiliser le border pour justement les bordures. Donc, si je veux mettre du texte, par exemple, je veux faire un texte, une balise H1, donc je vais remettre voilà, ici, donc je vais faire un H1, je vais faire un titre, voilà, et donc je vais avoir mon titre qui va apparaître ici. Et si je souhaite faire là, ce titre, je veux le mettre en rouge. Eh bien, je vais juste lui mettre un class, pardon, j'allais mettre class color, et je vais mettre texte tiré. Alors si je mets red, je vais rien avoir de spécial. Par contre, je vais ensuite lui mettre sa nuance avec un red 50 par exemple, et ça va me permettre d'avoir directement, vous voyez, il est tout transparent en fait, et j'ai effectivement mon titre qui apparaît en rouge. Si je lui mets texte red 500, alors là mon rechargement automatique ne récupère pas forcément la nouvelle version du CSS, donc je vais recharger à la main, mais donc je vois mon titre en rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, vous voyez qu'il y a des rebuildings qui sont apparus là, dans le terminal. Alors j'ai mon image devant, donc hop, je vais changer de côté. Donc il y a des rebuildings qui sont ici, qui se mettent à chaque fois que je vais faire une modification dans mon code. Donc là par exemple, je vais mettre 400. Vous allez voir, ça va changer, tac, voilà, 109 millisecondes, et donc j'ai mon titre qui est un tout petit peu plus clair. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la compilation? Eh bien, dans mon fichier output.css, il va me rajouter en bas, donc directement, vous voyez, tout ce que j'ai utilisé. Donc il a rajouté TextRed 50, puis 500, puis 400. Bien sûr, on va pouvoir faire un clean à la fin et ne récupérer que les classes qui nous intéressent complètement. Donc, vous voyez que le fichier CSS va contenir, au fur et à mesure, uniquement les classes qu'on va utiliser. Donc, si je regarde maintenant au niveau de la grille et du fonctionnement de mon framework. Donc, j'ai ce qu'on appelle le layout. Donc, je vais avoir des ratios, des aspects, et ainsi de suite. Mais je vais avoir déjà, dans un premier temps, ce qu'on appelle le container. Le container va avoir une certaine largeur. Donc si je mets container tout court, je vais avoir une largeur de 100%, mais si je mets le container sur LG, eh bien je vais avoir une largeur de 1024 pixels. Donc je vais pouvoir utiliser directement la classe container, et cette classe container va me permettre donc de mettre en place donc un conteneur pour mon contenu par la suite qui va être utilisé. Donc là je vais retourner dans mon fichier HTML, et imaginons que je fasse une section, et que je lui mette la classe container. Donc déjà, il va recompiler, et je peux voir apparaître, vous voyez, container directement à l'intérieur de mon fichier CSS. Et donc ce container,
Donc c'est, hop, bah, je suis dessus, je suis bête. Voilà, cette section, en fait, eh bien pour l'instant, elle est vide. Donc là, je vais mettre un texte. Donc j'ai mon texte qui apparaît. Et donc ce container, si je regarde et que je lui mets par exemple un border de 2, voilà, et border blue 500, voilà. Vous voyez que là j'ai mis border 2, border blue 500, donc je retrouve toutes les classes correspondantes à l'intérieur de mon fichier CSS. J'ai bien mes bordures qui apparaissent, et donc là je vais voir mon container de façon un tout petit peu plus concrète. Et vous voyez que ce container, eh bien, hop là, ma fenêtre a changé de hauteur. Voilà, ce container en fait a une certaine largeur, vous voyez, il se limite à un certain nombre de pixels de large. Donc maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir éventuellement souhaiter le centrer. Et donc, bon, je vais vous le faire juste là sur le côté. Je vais mettre également un mx-auto. Je vais vous expliquer l'histoire des margins au fur et à mesure. Donc là, il faut que j'actualise. Voilà, et donc j'ai mon container qui est bien au milieu. Même chose s'il est en plein écran. J'ai mon container qui est en plein milieu. Donc cette histoire de M, de margin, MX et ainsi de suite, eh bien, elle est également expliquée à l'intérieur de la doc. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Elle est expliquée à l'intérieur de la doc. Vous allez avoir un certain nombre d'informations dans cette doc, hein, et vous allez avoir une partie spacing. Et donc si je regarde margin, eh bien j'ai des M, des classes M qui existent, avec M tout court, MX, MY, MT, MR, MB, ML. Donc c'est à chaque fois, donc M c'est juste margin, MX c'est margin left et margin right, MY c'est top et bottom, T c'est top, right, bottom et left. Et vous allez avoir un certain nombre de valeurs, vous voyez, 1, 1, 5, 2, 2, 5 et ainsi de suite. Eh bien ce sont les tailles que vous pouvez donner à vos marges. Et donc en mettant MX auto, je suis ici, et donc c'est margin left auto, margin right auto, pour ceux qui en sont qui y sont habitués, eh bien c'est pour centrer un bloc horizontalement. Donc en ayant fait ça, j'ai mon bloc, et maintenant à l'intérieur de mon bloc, eh bien je vais pouvoir éventuellement faire d'autres sections. Et donc disons que je vais faire des sections, je vais faire 4 sections. Donc hop, section 1, section 2, section 3, section 4. Vous voyez que ces sections se sont mises l'une au-dessus de l'autre. Eh bien, là, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de leur dire de se mettre côte à côte, et de faire donc des colonnes. Donc là, par exemple, hop, je vais leur mettre une classe border de border blue 500. Alors je vais pas mettre du bleu, je vais mettre du rouge pour voir qu'elles viennent effectivement à l'intérieur. Vous voyez qu'elles sont à l'intérieur du cadre bleu. Et là maintenant, je souhaite qu'elles se mettent côte à côte, mais en fonction de la taille. Eh bien, je vais pouvoir utiliser une propriété que je vais pouvoir mettre pour pouvoir mettre mes sections. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais devoir faire une div. Alors, div ou autre, hein. Là, la div, c'est parce que au niveau sémantique, cette partie-là n'apporte rien. Elle apporte juste de la mise en forme. Et là, je vais lui dire, en donnant une classe, combien de colonnes je souhaite avoir. Columns 4 par exemple. Donc là, je vais avoir mes 4 sections qui vont se mettre côte à côte. Si je lui dis que je veux 3 colonnes, eh bien colonne 3 et mes 3 sections vont se mettre côte à côte en fonction de la place disponible. Donc là, en l'occurrence, il ne peut pas m'en mettre 3. Donc sinon, je vais lui mettre colonne 2, parce qu'il n'y avait pas assez de place à côté. Voilà, columns 2, et ainsi de suite. Mais je vais pouvoir faire ça également en fonction des breakpoints.
je vais pouvoir dire par exemple que dans le breakpoint MD, je veux 2 colonnes, et dans le breakpoint LG, je veux 4 colonnes. De ce fait, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ici, je vais avoir directement mes sections l'une au-dessus de l'autre. Si j'ai élargi un petit peu, quand je vais arriver à la taille équivalente à MD, ça va passer à 2 colonnes. Et si je passe en plein écran, je vais avoir 4 colonnes. Donc c'est le principe de la grille que vous retrouvez dans la plupart des systèmes, hein, des frameworks CSS. Alors bien sûr, s'il n'y avait que ça, ça aurait assez peu d'intérêt d'utiliser Tailwind comparé à d'autres, hein, c'est exactement pareil. Et donc vous voyez que, tiens, j'ai exactement tout ce que j'ai demandé, hein, et donc là j'ai les colonnes, MD columns 2 qui apparaît ici. Donc au fur et à mesure, vous voyez que votre fichier va se remplir. Là j'ai les 4, les 3, les 2. Donc tout ce fichier CSS va se remplir et se mettre à jour. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire également avec mes différentes classes? Eh bien je vais me mettre après mon conteneur, et je vais par exemple, tiens, je vais faire un H2 sous-titre. Je vais pouvoir faire un certain nombre de choses complémentaires. Donc je vais me mettre comme ça. Donc dans les classes, alors je vous inviterai après à regarder la doc directement, hein. Je vais avoir la possibilité de mettre une taille de texte. Là par exemple je mets texte 2XL directement, et donc j'ai mon texte ici qui a changé de taille. Je vais pouvoir faire donc également, par exemple, font-bold, je vais pouvoir mettre en caractère gras. Donc là, c'est passé en caractère gras. Je vais pouvoir lui dire de souligner. Je mets underline et ça va souligner. Il faut que j'actualise. Voilà, ça a souligné. Donc vous pouvez faire un certain nombre de manipulations également sur le texte. Donc tout ça, vous allez le retrouver, hein. Tiens, il n'a pas voulu me mettre dessus, voilà. Vous allez retrouver dans tout ce qui est typographie, les fonts de family, donc directement, donc vous pouvez en mettre quelques-unes. Les font size, donc vous voyez là j'ai mis texte 2XL, ça correspond à 1.5 rem de font size et 2 rem de taille de ligne. Le font smoothing, donc pour l'anti-aliasing. Le font style, est-ce qu'on met de l'italique par exemple? Donc vous voyez que vous pouvez faire pas mal de choses directement sur les textes. Par exemple, vous voulez systématiquement vous mettre votre texte en majuscule, eh bien vous faites un texte transform uppercase, et donc vous mettez tout simplement uppercase comme classe, et vous allez vous retrouver avec un titre en majuscule. Donc c'est assez simple. Maintenant, vous pouvez faire des choses beaucoup plus avancées. On va faire une carte. Pour faire une carte, ce que je vais faire, c'est que, alors pas une carte géographique, hein, une carte avec une image. Donc je vais faire un dossier image. Voilà. Dedans, je vais y mettre une image, hop, tailwind.png. Voilà l'image. Et donc, cette image, je vais la mettre dans un cadre avec des coins arrondis, je vais y mettre une ombre, un texte en dessous, et ainsi de suite. Donc, d'abord, je vais faire le code HTML. Donc, alors je vais pas mettre de sémantique particulière, je vais faire une div. À l'intérieur de cette div, je vais faire une balise A qui sera cliquable, juste sans lien pour l'instant. Avec à l'intérieur, je vais mettre l'image. Hop. Voilà, couverture par exemple. Ensuite, je vais faire une autre div qui va venir en dessous, qui va avoir encore un lien cliquable. Hop là. Qui sera le titre. Donc je vais mettre un H2, titre de l'article, parce que ça va être un article par exemple. Donc vous voyez que ça se met en forme, hein, au fur et à mesure à côté. J'ai pas encore mis de classe, hein, donc ça se met en place directement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un texte
donc une balise P, avec un lorem, tiens, 20 mots, voilà. Je vais refaire une balise A, avec, hop, lire la suite, qui devra être, cette balise A, qui devra être un bouton. Donc tout ça, je vais le mettre en forme de carte. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe? Si je mets ma fenêtre en grand, vous voyez que mon image, elle est quand même très grande. Donc je vais faire en sorte de changer un certain nombre de choses pour donner une largeur. Et là, vous allez encore une fois retrouver à l'intérieur de la doc des informations comme max width, min width, width, ace, min ace, et ainsi de suite. Et donc par exemple, si je veux un max width, là j'ai un max width de 384 pixels, bah, je vais mettre max WSM comme classe, et ça va me faire un max width de 384 pixels. Donc là je vais prendre, hop, max, donc je vais me mettre sur la div complète ici, je vais faire un classe max WSM. Donc en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, hop, si je mets en grand, eh bien là il se passe pas grand chose. Alors pour une raison assez simple, alors je vais juste voilà, actualiser. Pour une raison très simple, c'est que l'image elle-même n'a pas encore eu de largeur. Vous remarquez quand même que l'image, automatiquement, va se mettre à la largeur de ma fenêtre. Ça, c'est Tailwind qui veut ça, qui met l'image à la largeur max de son parent. Et je viens de voir que ça fait rien parce que j'ai fait une faute de frappe. Voilà. Donc là, maintenant, hop, mon image, vous voyez qu'elle a pris la taille, parce que les images dans Tailwind ont systématiquement la taille de leurs parents, c'est automatique. Donc là, j'ai un max WSM, donc vous voyez que je suis ici, donc tout va bien. J'ai donné une max width, et si je suis plus petit, vous voyez que là j'arrive au 2 de section 2, là, ici, je suis légèrement plus petit, et bien ça fait la largeur directement de ma fenêtre. Maintenant, je voudrais éventuellement faire des arrondis, mettre une bordure, mettre une ombre. Eh bien, par exemple, si je veux mettre une bordure, je vais faire un border, tout court. Voilà, et donc là j'ai ma petite bordure. Donc si j'agrandis, vous voyez que j'ai une petite bordure, hein, elle est très discrète, mais elle est là. Je vais pouvoir faire également, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça et élargir un petit peu la fenêtre. Voilà, comme ça on va avoir. Et sur body, je vais faire un class égale m-3. Hop là. Comme ça, voilà, on n'est plus collé sur le bord et on voit bien la bordure. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai mis une bordure, je veux changer sa couleur. Je vais faire un border gray 200 par exemple. Donc je vais avoir un gris clair, donc ça change pas grand chose, mais ça fixe la couleur. Et je vais faire par exemple un shadow. Shadow va m'ajouter une ombre. Vous voyez que là il y a une légère ombre qui est apparue. Si je la veux grande, je vais faire un shadow LG et je vais avoir une ombre beaucoup plus grande. Donc elle se diffuse un peu plus. Maintenant, si je veux avoir des arrondis ici à l'intérieur, eh bien je vais rajouter rounded pour arrondir. Alors, on le voit pas très bien, mais il y a un arrondi ici. Et si je le veux plus grand, je vais mettre rounded LG et je vais avoir un arrondi beaucoup plus prononcé ici sur le bas. Par contre, j'ai pas l'arrondi en haut ici de chaque côté. Pourquoi? Simplement parce que mon image, elle, doit avoir une classe également pour arrondir ses coins. Et donc là, je vais faire un rounded. Mais si je fais un rounded LG, je vais avoir un arrondi également sur le bas. Donc j'ai un arrondi en haut et j'ai un arrondi en bas. Eh bien, je vais juste lui préciser que c'est un rounded top avec un T
et donc le bas n'est pas arrondi, et le haut est arrondi. Donc tout ça, vous le retrouvez, hein, bien sûr, comme pour tout, vous allez le retrouver à l'intérieur de votre documentation, le border radius, et vous allez retrouver donc les rounded, LG, 2XL, 3XL, full, et ensuite T pour le border top, left radius, et vous allez retrouver R, B, L directement, et ensuite vous avez pour chaque coin, top left, bottom left, et ainsi de suite. Donc vous avez les coins directement individuellement. Donc en ayant fait ça, vous voyez qu'on a une carte qui commence à prendre forme. Alors maintenant, si je veux éventuellement faire des trucs un petit peu mieux, sur ma div qui contient le texte, je vais faire un P-5 par exemple pour mettre un padding pour que ce soit pas collé au bord. Sur mon H2, alors là, je vais le séparer un petit peu également du texte, donc je vais mettre un margin bottom à 2 par exemple. Hop, il y a un léger espacement qui s'est fait. Je vais l'agrandir comme tout à l'heure en texte de XL. Texte de XL, hop, voilà. Je vais le mettre en gras. Font bold. Voilà. Et par exemple, je vais le mettre en gris. Hop, alors le gris n'est pas passé. Voilà, donc bon, c'est un gris prononcé, mais si je mets 700 par exemple, voilà, on voit un petit peu la différence. Donc une fois que vous avez fait ça, après ce qu'on peut faire encore, c'est quoi? C'est sur le texte, on va mettre un margin bottom pour le séparer du lien qui est en dessous. Je vais faire un font dans un texte gray, tiens 700, de la même façon. Voilà, donc c'est légèrement plus clair, on voit bien que là c'est noir. Et puis là je vais avoir mon bouton. Donc mon bouton, je vais pouvoir y faire un certain nombre de choses. Donc là, pour faire un bouton, je vais avoir plein de petites choses qui vont pouvoir être faites. Alors déjà, je vais le centrer. Mais pour le centrer, en fait, je vais faire une flexbox. Donc je vais faire un inline flex pour dire c'est une flexbox au niveau de mon bouton, et je vais dire que hop, je vais faire un item center pour centrer mon bouton à l'intérieur. En tout cas, ce qui va être à l'intérieur du bouton va se centrer. Ensuite, je vais faire un padding vertical de 2. Comme ça espace un petit peu. Et un padding horizontal de 3. Alors, tout ça, on voit pas grand chose parce que il n'y a pas de fond. Bah, je vais faire un BG, tiens, blue, en 700. Maintenant que j'ai mon BG, hop, on va voir un rectangle. Mais le problème, c'est que mon texte, il est noir. Donc je vais faire un texte white. Et mon texte se met en blanc. Ensuite, je vais pouvoir faire un rounded LG pour lui arrondir les coins. Et globalement, c'est à peu près tout. Ce qu'on peut faire par contre, c'est éventuellement changer la taille de texte. Donc si je mets texte SM, ça fait un texte small. Et il y a font medium, c'est pour faire un léger gras, mais pas trop gras. Je vais pouvoir également gérer le survol, parce que là, quand je survole, il ne se passe pas grand-chose. Et bien là, je vais pouvoir mettre un mot-clé qui s'appelle over. Et en mettant ce mot-clé over, je vais lui dire par exemple que je veux un BG Blue 900 quand je survole. Et donc, mon bouton devient beaucoup plus foncé au moment où je survole. Donc ça me permet de faire pas mal de choses, hein, tout ça. Vous voyez que j'ai une carte qui est quand même assez sympathique.
Ce qu'on va faire également, c'est que je vais vous montrer comment faire un formulaire. Donc je vais faire un formulaire de connexion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une div qui aura la classe container. Alors ça va être plus bas, hein, ça va apparaître ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rechanger de côté. Hop, voilà. Et donc, maintenant que je vais faire mon container, ce container, je vais lui donner une bordure. Hop là, je suis pas dans la bonne... c'est ici. Une bordure. Je vais le centrer. Hop là. Ah, MX Auto. Je vais lui donner une marge au-dessus. Comme ça, il va être plus bas. Hop, on va attendre un petit peu. Et je vais mettre un rounded et un shadow LG. Donc là, c'est pour préparer mon conteneur. Alors, pour l'instant, il contient rien. Pourquoi? Simplement parce que pour l'instant, j'ai pas mis de titre, par exemple. Donc là, je vais faire un H2 connexion. Voilà, et il est ici. Tiens, le MY n'a pas fonctionné. Tiens, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. En soi, je vais faire un MB sur la carte. C'est juste histoire de les séparer un peu. MB3. Voilà, comme ça, j'ai mon formulaire qui va apparaître un petit peu plus bas. Connexion, bah, c'est du texte. Vous voyez que les balises H, en fait, elles n'ont pas spécialement de contenu, enfin de mise en forme. Tiens, je vais lui faire un padding au container. Comme ça, il y aura... Voilà. Elles n'ont pas de mise en forme, parce que ils partent du principe que les mises en forme, c'est à faire tout par vous-même. Donc là, je vais refaire, comme tout à l'heure, texte de XL. Text blue. Hop, 500, avec un B à blue, ça sera mieux. Voilà, je vais mettre le bleu, et puis fond bold. Et margin bottom 6, par exemple. Donc là, j'ai mon début de formulaire de connexion qui apparaît, et je vais faire mon formulaire en dessous. Donc pour faire mon formulaire, eh bien c'est une balise forme, hein. Et là, bah, je vais faire une première section dans laquelle je vais demander l'email. Donc je vais faire une div avec un margin bottom de 6, c'est pour l'espacement. Je vais en faire une deuxième, ce sera pour tout à l'heure le mot de passe. La première, donc ça va être un label. On va mettre l'email. Et un input. Input email. Donc là, pour l'instant, je vais avoir un truc qui ressemble à ça. C'est-à-dire mon email et mon input qui est à côté. Vous voyez qu'on ne le voit pas, hein, il est juste à côté. Je vais faire pareil hop, avec le mot de passe. Password. Et donc là, ça sera mot de passe. Alors pourquoi le type password? C'est juste pour que je puisse taper et que ça s'affiche pas. Et ensuite, en dessous, je vais refaire une div MB6. Et je vais mettre un button. Button submit. Qui contiendra juste valider. Voilà. Donc là, j'ai mon bouton, j'ai j'ai mes champs. Alors les champs, le problème c'est que vous voyez que j'ai mon champ et j'ai mon label qui sont côte à côte. Je voudrais qu'ils soient l'un au-dessus de l'autre.
Bien, la première chose, c'est sur l'email, et sur le label, en fait, je vais mettre un bloc, une classe bloc. C'est pour lui dire, fais-moi un display bloc. Et donc, j'ai mon champ qui maintenant apparaît en dessous. Alors, pour bien voir le champ, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer les classes de mon champ aussi. Hop. Avec, dans un premier temps, je vais faire un BG grey 500 par exemple. Donc je vais avoir un léger, voilà. Enfin pas un léger, un background qui va apparaître. Je vais mettre une bordure, border, grey 300. Donc je fais volontairement des couleurs texte grey 900. Juste pour vous montrer, hein, donc ici je peux taper, c'est relativement foncé. Donc si BG, j'ai mis un 0 en trop, c'est 50, voilà. Donc là j'ai mon champ qui apparaît comme ceci, et donc quand j'écris, c'est foncé. Donc je vais pouvoir faire également dedans un certain nombre de choses. Mais maintenant vous voyez bien que les deux sont l'un au-dessus de l'autre. Donc lui je vais mettre un MB2, un texte SM pour faire un texte small, font medium pour mettre un petit peu en gras, et texte grey 500 pour mettre dans du gris. Voilà. Si ça me plaît, eh bien je peux reprendre cette classe là et faire la même pour password. Et donc je vais avoir la même mise en forme. Au niveau de l'input, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses complémentaires. Donc je vais mettre texte SM pour faire en small également. Je vais lui dire que je souhaite rounded pour mettre des arrondis par exemple. Bon, je vais le mettre en bloc aussi parce que comme ça ils sont tous les deux en bloc. Je vais lui mettre W full pour lui dire bah tu prends toute la largeur du formulaire. Voilà, donc vous voyez qu'il va jusqu'au bout. Par exemple, je vais mettre un padding de 2. Alors je peux aussi mettre des paddings beaucoup plus grands, hein. Donc là, vous voyez, ça me fait ça. Et je peux mettre des paddings aussi à virgule. 2.5 par exemple, ça marchera. Donc là, hop, il faut juste... il me l'a fait ou pas? Ah, il est en train de rebuild. Je sais pas pourquoi ça prend un peu de temps, mais vous voyez que le 2.5 il fonctionne. Donc ça, je peux le reprendre également, mais je vais faire également un autre truc. Vous voyez que quand je clique dessus, c'est vert. Eh bien, je peux éventuellement changer ça aussi. Attention, ça ne marchera pas forcément sur tous les navigateurs, mais focus, ring, blue 500 par exemple. En mettant focus 2 points, c'est pour mettre lorsqu'on va cliquer dedans. Et vous voyez que là, ça me l'a pas fait. Bon, c'est pas grave, on va faire le focus. Border. Le ring blue, il marche pas partout. Enfin, le ring sur le focus. Mais le border, normalement, fonctionne. Alors, hop. Alors là, on voit pas parce qu'il y a du vert qui est mis par le navigateur. Alors on va mettre hop, focus. Border 5 par exemple pour vraiment voir. Il est en train de le faire ou pas? Voilà, on voit un peu mieux. Bon, c'est juste que le navigateur le met pas forcément systématiquement. Alors, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez faire la même façon. Vous prenez votre classe, vous mettez ça
sur l'input du mot de passe, et vous allez vous retrouver avec donc les champs qui vont fonctionner de la même façon. Le bouton, bah pareil, le bouton, on va pouvoir faire exactement le même principe. Donc le même principe que tout à l'heure, hein. Donc je peux même carrément reprendre les classes que j'avais pour le bouton lire la suite, et je mets ça sur ma balise button, et comme ça j'ai une cohérence dans directement dans les boutons de mon formulaire. Donc j'ai vraiment là la possibilité avec Tailwind de faire toutes les manipulations que je souhaite. Il suffit d'aller regarder donc dans la documentation tout ce qui vous intéresse comme filtre, comme effet, comme mise en forme. Vous voyez, il y a des transitions, il y a des animations, transformations, des choses interactives directement. Vous pouvez faire du SVG, des choses sur les typographies, les textes. Vous voyez que c'est assez complet. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous avez également des composants. Alors attention, les composants, ils sont pas tous gratuits, donc c'est Tailwind UI. Et donc, si vous allez regarder les différents composants, vous avez des choses qui sont totalement prédéfinies directement, et donc dont vous pouvez récupérer le code. Donc, si vous voulez, par exemple, une section qui ressemble à un call to action, comme ce call to action là, eh bien, vous avez le code qui apparaît ici. Et donc, je peux directement prendre le code du call to action, aller le mettre à l'intérieur de ma page. Hop, et j'ai mon call to action qui va apparaître en dessous, vous voyez, directement, et en mode responsive, puisque il va se mettre en forme en fonction de la taille de la fenêtre. Donc j'ai directement comme ça la possibilité, voilà, vous voyez, ça se met en forme. J'ai la possibilité de récupérer un certain nombre de composants. Alors il y en a beaucoup qui sont payants par l'intermédiaire donc de la version pro de Tailwind UI. Donc, vous voyez que là c'est juste une preview PNG, et si vous voulez pouvoir accéder à ce code, eh bien il faut que vous vous abonniez directement à Tailwind UI. Tout est fait à base de Tailwind, donc ça veut dire que vous pouvez très bien utiliser vos propres composants, vos propres classes, gratuitement, sans avoir à payer pour des modèles. Donc vous avez plein de choses, hein. Là c'est vraiment une intro, parce que c'était demandé, savoir comment on installe et comment on configure. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous configurez votre... c'est lequel? C'est lui. Lorsque vous configurez votre projet, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de choses à faire, hein, des commandes pour initialiser. Vous avez votre fichier Tailwind config. Alors, il ne faut pas oublier que vous pouvez mettre des thèmes et des plugins. Donc ça peut s'ajouter directement dans le fichier JS. Il y a pas mal de choses aussi qui peuvent se faire en JavaScript, et c'est décrit systématiquement dans la documentation. Donc là, voilà. Par exemple, vous pouvez très bien choisir les différents breakpoints que vous voulez pour le border radius, mais pour n'importe quoi en fait, hein, dans les colonnes. Pareil, vous allez pouvoir ajouter un certain nombre de choses. Il faut juste que je retrouve le bon endroit dans la doc qui le dit. Voilà, par exemple, vous pouvez créer une colonne en 4XS et dire que colonne 4XS va faire du 14 rem. Donc vous pouvez configurer directement et faire de la personnalisation. Il est marqué, vous avez une page Theme Customization, tout fonctionne directement dans le fichier JS, et créer en fait vos différentes classes ou autres. Voilà donc pour cette introduction à Tailwind CSS, longue introduction, hein, 49 minutes pour l'instant, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser sur Tailwind CSS, à nous rejoindre sur le Discord, vous serez les bienvenus. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à commenter si vous avez des commentaires à faire. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et votre attention, et je vous dis à très bientôt.